Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. C'est l'une des moins connues et pourtant l'une des plus sensationnelles enquêtes que la police ait jamais menée. Il ne s'agit pas vraiment d'un dossier comme les autres. S'agit-il même de l'événement le plus important de toute l'histoire policière, Une histoire vraie, une histoire qui est... et le dossier extraordinaire le plus extraordinaire sur le plan strictement policier que nous ayons traité dans cette émission. Rien n'est vrai. Aussi, nous tenons tout de suite à donner une précision. Nous allons entrer dans le domaine du rêve. Le texte de Jacques-Antoine a été écrit à partir d'une mise au point faite en 1950 par le docteur Charles Sani, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle et directeur de l'identité judiciaire. L'autre va apparaître sur les écrans. Il doit donc être considéré comme rigoureusement vrai sur le fond, car bien entendu certains détails sans importance peuvent être erronés. Vous comprendrez pourquoi cette mise au point. King Kong. Un homme Oui, nous avons au choisi visage le pâle, King Kong. maigre, triste et Ce que nous froid, avons fait, c'est que l'aventure, le mouvement lent, la voix sans timbre, souffre de troubles digestifs, d'insupportables crises de migraine et de saignements de nez. Une histoire. Inaccessible et renfermé, il froisse son entourage. Il est aussi taciturne, méfiant, sarcastique, terriblement rancunier, agaçant par son pédantisme excessif, absolument insensible aux joies esthétiques de la vie, dépourvu de tout sens musical. Pendant son service militaire, il compte les notes émises par la trompette pour distinguer la sonnerie du réveil de celle de l'appel. Les compagnies prospectent. Un de ses amis avoua plus tard, il avait un caractère particulièrement désagréable. Américaine Petrox, À 3 reprises renvoyé des meilleures écoles françaises à cause de ses progrès insuffisants et d'une conduite inqualifiable. Il a été congédié par une banque après 3 semaines de stage seulement et n'a connu aucun succès en tant que précepteur en Angleterre. Enfin, il n'a pu obtenir le poste d'auxiliaire de la préfecture que grâce aux relations de son père. il y a ces brumes. Pourtant, cet homme la région va révolutionner les méthodes policières du monde entier. Il s'appelle Alphonse Bertillon. Bateau. L'expédition de la Petrox, dirigée par un personnage assez unique. Il emmène aussi ce bateau un passager clandestin. Jim Sabatier, Jack Prescott. Les choses les plus simples ne sont pas toujours les plus anciennement connues. C'est ainsi qu'il a fallu plusieurs millénaires pour que quelques savants observent que certaines dimensions du corps humain, très variables d'un individu à l'autre, sont par contre constantes chez un même individu à partir d'un certain âge. Et il a fallu encore plusieurs siècles pour tirer parti de cette observation. Et oui, D'aller trouver jusqu'au siècle dernier, on savait décrire un personnage en disant qu'il était grand ou petit, qu'il avait les yeux bleus ou noirs, qu'il avait une petite ou une grosse tête, de petites ou de grandes mains. Mais on ne s'était jamais avisé qu'à partir de l'âge adulte, tout cela pouvait être mesuré, noté, et qu'il en résultait un signalement quasiment définitif. Personne ne le croit pas. Jusqu'alors, la police Il l'accuse. n'avait donc aucun moyen rationnel d'identifier une personne autrement que par son nom. Et comme il était facile à cette époque de changer de nom, les malfaiteurs pouvaient s'en donner à cœur Des joie. cris sur le pont interrompent les deux hommes. C'est alors que vers 1880, Alphonse Bertillon, devenu chef du service de l'identification à la préfecture de police, prend l'habitude, chaque fois qu'un individu est arrêté, de noter son signalement sur une fiche, Elle raconte son histoire. en adoptant à côté du classement alphabétique Elle est à Hong Kong. un classement Son bateau a anthropométrique, explosé. mesure osseuse, Et elle longueur s'appelle et largeur de la Sophia. tête, Elle s'appelle taille, envergure, etc. C'est, Joanne est dès le très début, belle. une véritable cheveux révolution blancs, dans les regard méthodes policières, car Alphonse candide, Bertillon arrive à reconnaître grande chaque douceur, mois parmi les gens ayant et déjà sans doute subi des cette douceur condamnations, était 30 à 40 individus qui avaient réussi à changer de nom et se croyaient à l'abri. Tout le monde, finalement. Son système, qu'on appelle le bertillonnage, donnera un coup se de main à répand l'expédition. dans le monde entier. Quelques jours plus tard, Pourtant, le bertillonnage n'est pas la panacée universelle, car s'il permet à la police d'identifier un individu, encore faut-il que celui-ci soit déjà entre ses mains, pour comparer ses mensurations avec celles figurant sur ses fiches anthropométriques. Et toute l'équipe, les chercheurs, C'est alors- débarquent avec bien sûr Dwan, Wilson. C'est alors que s'ouvre le dossier de l'affaire Schaeffer. Après une marche très pénible. Nous sommes le à travers 17 les octobre montagnes, 1902. Vers 10 heures du matin, un homme bien mis, mais pâle et essoufflé, se présente au commissariat du quartier Saint-Honoré à Paris. Mais tout de même, On a tué Joseph, dit-il, au comble de l'affolement.
Le policier sans s'émouvoir J'en ai dévisage fait, bâti au son pied d'un mur interlocuteur. gigantesque. Qui êtes-vous? Je suis monsieur Allot, chirurgien dentiste. Mon cabinet est au 157 de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Bien, je vous écoute, Et les gens dit de la posément le Pétrox policier. Eh bien ne voilà, sont pas il y a autour de quelques la instants, je suis Pétrox, entré dans mon car appartement les hygiènes et j'ai trouvé Joseph entament couché une sur le dos, tranchée. mort. On avait Procédons sur le métier de méthodiquement, brochage s'il vous plaît. une jeune Qui fille est Joseph? habillée d'une Mais c'est mon manière domestique. extraordinaire avec un costume Joseph, fait ce n'est uniquement pas un de enfant. plumes. Oh, pardon. Elle Il est s'appelle attachée. Rebel, Joseph Et soudain, Rebel. la porte s'ouvre. car il y a Comment une porte savez-vous au qu'il milieu est du mur, mort? une porte Il ne donne plus aucun gigantesque signe de vie, il ne On respire dépose de plus, l'autre son cœur ne côté bat sur un plus. hôtel. La jeune Pourquoi indigène qui pensez-vous hurle de que c'est un terreur, assassinat? et on referme précipitamment. Je crois que plusieurs Alors, meubles ont tout le été monde se met à fracturés. danser un chant On étrange vous chez a elle, volé? avec Je une n'ai pas seule pris le temps de syllabe vérifier, mais qui revient je le pense. inlassablement. Kong. Le jour même, Kong. Kong. alerté par le commissaire de police, le juge d'instruction, Oui, M. ça, le chef de Joliot, l'expédition se décide rend de sur les passer lieux du par crime. des Il est voitures, accompagné ils sont du là docteur pour le Soquet, pétrole. médecin légiste, Tout ce que de M. peuvent faire les Cochefer, indigènes, regarde chef pas. des services de la sûreté, et de M. Et ce n'est Bertillon, pas la vie de Prescott, chef qui, du lui, reste service sur de place. l'identité Maintenant, il est judiciaire. sûr de ne pas s'être trompé. Imaginez D'abord, donc ces quatre messieurs pourquoi très cette sérieux, en personne? Sinon, guêtre, pour se protéger. par-dessus Il y égibus, a de danger. entrant dans le cabinet il y a du ce nom dentiste que qui viennent les de accompagne. prononcer Des les policiers en indigènes. uniforme Or, les veillent mêmes sur le filles bec. qu'il a lu appelées précisément Dans une le petite sein pièce dite de la monstrueux. caissière où se Kong. tient normalement une employée du dentiste, Prescott sent le cadavre d'un homme de tout près 40 ans environ, les moustaches en guidon de bicyclette, s'enfonce la dans bouche la ouverte, est assis sur le parquet luisant de Mais son cire. oncle Prescott est Il revenu semble à la douane, qui commet regarder cette les une quatre grave enquêteurs imprudence. car appuyé Elle le a dos laissé les contre hommes une partir chaise, devant elle, et il elle fait s'attaque au face bord d'un à ruisseau. l'embrasure de Les la porte. indigènes l'avaient suivi. Les jambes Dès qu'elle est allongées, seule, il l'enlève. la et chemise en l'enferme partie au sortie du pantalon. Et la scène de tout à Une l'heure se serviette reproduit est nouée exactement autour de la son même cou. manière. Mais cette fois, c'est Le Douane, médecin se penche sur lui. la victime. Les joues et le nez Douane portent est plusieurs revêtue petites d'une égratignures, robe probablement pluie faites par attachée les sur le ongles de lit l'assassin. branchage. On ouvre Car il n'y a la aucun doute, il gigantesque s'agit d'un porte, crime. On la dépose sur Et le l'autel, médecin légiste, et on surpris, se referme penche encore un peu précipitamment. plus sur le cadavre. Un car grand silence se fait. Tout le Il monde ne voit attend. pas ses dents. Alors, Le malheureux m'avait demandé de lui faire un oui, dentier, oui. dit 2 le ans. chirurgien dentiste. Puis, En effet, branche le se dentier brise. déplacé se trouve au fond de la celui se bouche. rapproche peu à peu. Il a été Et en même probablement temps, étranglé, il souffle dit le médecin Une légiste. énorme respiration. Le procureur, qui entreprend la dans visite ce des lieux, domaine, découvre phonétiquement, dans la avec la même cuisine incantation, les traces même d'un syllabe, repas, inlassablement mais pour une seule répétée. personne, Kong, car bien que la Kong, table Kong. ait été débarrassée, la vaisselle Douane sale qu'on ne a jeté comporte sur qu'une le sol à assiette moitié et inconscient. qu'une seule tasse. Sort Sur la une table, ombre s'approche on peut d'elle voir et la cependant rencontre une tout bouteille de entière. rhum largement entamée et une Elle boîte lève de les yeux. cigares. Dans l'évier, un torchon Un singe taché de immense sang mêlé d'un liquide blanchâtre, qui fait plus peut-être de de la 10 salive. Dans ce cas, il aurait pu servir à étouffer la penche vers victime Douane qui et faire s'évanouit. cesser ses plaintes. Enfin, pendu à une patère, une blouse blanche maculée de sang. King Kong. Alphonse Et Bertillon je pense qu'il nous faut ouvrir. sort alors le matériel photographique de l'époque, le pied en bois, l'énorme boîtier à souffler, le jeu de plaques, etc. et commence à photographier le cadavre. Pendant ce temps, le procureur passe dans le cabinet proprement dit du dentiste, constate au passage qu'un secrétaire et diverses vitrines ont été l'objet Dans le d'effractions. second film, par exemple, King Soudain, Kong mesure 13 mètres. Le procureur montre au chirurgien dentiste des clés sur une cheminée. À qui sont Son ces clés? armature ou son squelette. Ah, ce sont les clés des meubles, c'est le trousseau de Joseph. Ses veines et ses artères. Est-il sont normal qu'elles soient là? Par 900 Non, mètres. Joseph les portait toujours sur lui. Et 1350 mètres. C'est de donc câble électrique. probablement le meurtrier qui les Sa a poitrine abandonnés fait sur cette 6 cheminée. mètres Dans de ce large cas, et ses bras 6 mètres les de effractions sont du moins pour certains meubles long. King Kong est simulées. articulé, ses bras peuvent Par adopter contre, 16 passant dans le grand positions salon, le différentes. procureur reste en arrêt. Avec des enjambées de 4 mètres Une 50. vitrine à deux corps Il peut occupe le remuer milieu d'un les panneau. hanches, tourner sur lui-même Le à la bas du meuble ceinture. est plein, mais le haut est Plier les fermé genoux, par une porte bouger les vitrée yeux à dans deux n'importe battants. quelle direction, retrousser les Le lèvres. procureur appelle lui-même, alors Alphonse remuer Bertillon. les oreilles. Et avec Quant à l'entrée sa de peau, celui-ci dans le grand Eh salon, bien, elle est faite de grosses la pièces véritable de affaire caoutchouc Schaeffer commence. sur lesquelles on a collé Alphonse deux Bertillon a en effet un de coup au cheval. cœur en voyant ce meuble. Mais Car la notre vitre histoire du est même- battant droit Nous savons qu'il est s'agit brisée. d'un gigantesque automate. Pour Et nous sur la dévoiler, portion de verre il qui est ne sera restée plus en question place, de King Kong. on remarque des empreintes Aussitôt de aperçu doigts de la disparition de très tous les hommes de apparentes. la Pétrox sont retournés au village. Qu'en pensez-vous, monsieur Bertillon demande le procureur. Tous ont immédiatement compris. Là, chers amis, je dois vous avertir que ce dialogue est purement Scott inventé, mais vous allez comprendre bientôt que nous avons eu King peu de Kong risque est là. de nous tromper. Tout le monde se met à sa Ces traces de doigts sont particulièrement nettes, Et n'est-ce pourtant, pas, monsieur contrairement à ce que Bertillon pensent les autres, insiste King le Kong n'avait procureur. aucun mal à la douane. Tandis Oui, qu'elle était doit debout, il répondre accueillit monsieur délicatement Bertillon. entre ses doigts. Mais l'a emmené il dans son doit avoir le recueil, il l'a visage laissé se grave et reposer soucieux, toute la car nuit. les empreintes sont Et il son l'a obsession. regardé.
son cauchemar. Le moins de bruit possible. Les empreintes sont son pire ennemi. Même chose quand le matin... La ruine de ses efforts. En effet, dès 1880, des isolés ont tenté d'identifier les individus par leurs empreintes digitales. En Argentine, en 1892, puis en 1893 à Paris et à Lyon. Les spécialistes ont insisté sur l'intérêt qu'il y aurait à utiliser le système des empreintes digitales au lieu et place du bertillonnage, puisqu'il est démontré que les empreintes digitales ne se modifient jamais et qu'elles sont pourtant toutes différentes d'un individu à l'autre. Du singe géant. Alphonse Bertillon, très autoritaire, dogmatique, une bête sauvage. reste persuadé de la supériorité de sa méthode anthropométrique face à la méthode digitale. On l'appelle dactyloscopie, trop minutieuse. Pourtant, il craint de voir sa méthode supplantée par la méthode des empreintes, et c'est à contre-cœur qu'il a décidé en 1894 d'ajouter sur ses fiches anthropométriques l'empreinte des 4 doigts de la main droite, puis en 1900 d'ajouter l'index de la main gauche. Mais une fois encore, à contre-cœur, sans aucune conviction, il n'y croit pas, et d'ailleurs, il faut bien le reconnaître, jamais jusqu'alors, on a réussi à identifier un coupable avec ses empreintes digitales. Il faut comprendre aussi que jusqu'alors, personne n'a imaginé qu'on puisse identifier un individu absent, que ce soit avec l'anthropométrie ou avec les empreintes. Je m'explique. L'anthropométrie judiciaire, le bertillonnage, permet d'identifier l'individu à condition qu'il soit déjà entre les mains de la police. Ou du moins que la police puisse effectuer ses mensurations et les comparer avec les pièces qu'elle possède déjà, mais c'est tout. Le bertillonnage ne permet évidemment pas d'identifier un individu absent. Et personne n'a d'ailleurs jamais songé à identifier un individu absent grâce à ses empreintes. Mais ce jour-là, dans le salon de ce dentiste, devant cette vitrine brisée, devant ce qu'on appelait alors des marques de doigts, nombreuses, très nettes, une évidence s'impose à Bertillon. D'un côté pour eux, peut-être pourrait-il reproduire ces empreintes, les comparer avec celles qui figurent sur ses fiches, et retrouver le coupable parmi les récidivistes. Alors, on aurait réalisé l'impossible, retrouver un coupable qui se croit hors d'affaires, qui croit sans doute n'avoir laissé derrière lui aucune preuve, aucun indice. Seulement, s'il parvient à réaliser ce miracle, ce sera la fin du bertillonnage, sa chère invention, car la preuve sera faite de la supériorité de la méthode dactyloscopique et dès lors l'inutilité de la méthode anthropométrique. Le symbole de la force brutale, bestiale. Que va donc faire Bertillon? L'irascible, laissons là l'île de Scout, l'autoritaire et dogmatique Bertillon. Car une toute autre aventure se prépare. King Kong, la bête sauvage, est en route vers la civilisation et il va prendre maintenant une autre dimension. Dès le lendemain de la découverte du crime, une enquête serrée est entreprise. Bien entendu, on commence par interroger les voisins. Dans l'appartement du dessus, une domestique déclare « Si j'ai remarqué quelque chose d'anormal, et comment ? Hier après-midi, j'ai entendu en dessous des hommes qui parlaient très fort et puis des cris étouffés. » Vers l'Amérique. C'était vers quelle heure? Oh, je ne vous surprends. Ça a commencé vers 6 heures du soir, puis ça a duré longtemps, puisque je les entendais encore pendant que je servais monsieur et madame. Fougueusement, un peu trop. La maîtresse de maison confirme les affirmations de la domestique, L'écharpe de douane, en y ajoutant une précision et une opinion. Où King Kong est enfermé. Les bruits ont dû cesser vers 8 heures, mais le parfum de sa ils ne m'ont qu'à moitié surpris. Absolument enragé. Il se démène pourquoi? Furieusement. Ce Joseph, le domestique de monsieur Allo, démolir le bateau. était une personne jusqu'à la fin. assez bizarre. Prisonnier de la civilisation. En quoi était-il bizarre? Plus qu'une force disons, de destruction aveugle. il fréquentait des personnes Fred Wilson a commis qui avaient un genre. Il y a des Pourriez-vous préciser quel genre? Impunément en présence et qui, quand ils sont... Et puisque vous voulez tout savoir, il ne fréquentait par exemple, que des hommes. que les réactions chimiques. Une explosion dévastatrice. Quant aux voisins du dessous, ils ont été surtout frappés entre 6h et 8h du soir par des allées et venues intempestives. Ma femme et moi, dit le voisin du dessous, nous sommes même regardés un moment en nous demandant si ce bruit allait continuer. Alors j'allais donner des coups de balai au plafond lorsque tout a cessé. Vous connaissiez ce Joseph, le domestique de monsieur Allo? Je l'ai entrevu assez rarement, nous ne fréquentons pas le même escalier. Lui utilisait l'escalier de service. Oui, bien sûr. Rien ne vous choquait dans son attitude. Il était toujours correctement habillé, très poli. N'avez-vous rien remarqué d'étrange dans son comportement? Dans ses fréquentations, par exemple? Et elle ne se sent pas très fière. Il était peut-être un peu précieux, et au milieu tout ce que je puis dire, car je ne m'intéresse pas au comportement des domestiques. Vous devriez plutôt interroger le concierge. Découvrant le pauvre Bon, le concierge, il ne fait aucun doute que Joseph, la victime,
avait des mœurs inavouables. De plus, le concierge affirme ne pas avoir quitté sa loge de toute l'après-midi, de sorte qu'il a contrôlé toutes les entrées et les sorties de l'immeuble. Comme M. Allot, le chirurgien dentiste, ne donnait pas ce jour-là de consultation, il n'a constaté l'entrée et la sortie d'aucun étranger. Interrogés à nouveau, les voisins du dessus et du dessous sont d'accord pour affirmer n'avoir pas entendu la sonnette d'entrée de l'appartement du dentiste, à laquelle ils sont pourtant très accoutumés. Il semblerait donc que l'assassin soit une personne fréquentant habituellement l'immeuble, ayant libre accès à l'appartement du chirurgien dentiste. Que va se jouer le dernier? Ce dernier est interrogé sur les fréquentations de son domestique. Se réfugie dans une des tours. Eh bien oui, quoi. King Kong les suit. Joseph avait sans doute des mœurs particulières, mais cela ne nuisait en rien à son travail. Il était sérieux, poli, méticuleux, il n'avait rien à lui reprocher, et sa façon de vivre ne me regardait pas. Mais avez-vous remarqué quoi que ce soit d'inhabituel dans son comportement les derniers jours? Autour de lui, les hélicoptères bourdonnent, les avions avez-vous appris qu'il ait eu des fréquentations nouvelles? King Kong est à présent la menace dans la cité, la force incontrôlée qui trouble l'ordre. En effet, il y a quelques jours, Joseph a reçu un homme qu'il m'a présenté sous le nom de King Kong est George, immortel de la me disant que c'était un parent. Mais c'était vrai? Pas la société elle-même qui l'a engendré. Probablement pas, mais pour de l'argent qu'on pour chercher à savoir que ce parent, m'a-t-il semblé, était de toute évidence un pédéraste invétéré. King Kong qui grimpe sur le plus haut bâtiment de la plus grande certainement, car il est venu plusieurs fois. Attendez, c'est le symbole du refus de la révolte. Un homme de taille plutôt avantageuse, de statue monstrueuse de la contestation. Visage assez rond, nez assez fort, la moustache en croc avec une barbe énorme, à peur, mais la dernière fois où je l'ai aperçu, il y avait un costume prince de Galles, marron. Cet instant. Quel âge? Les avions tireront. Il en a environ 28 ans. A compris. Munis de ces renseignements précieux, les policiers parisiens se creusent les méninges, cherchent dans leurs souvenirs un barbu de grande taille, à la moustache en croc, pédéraste notoire et s'appelant Georges. On interroge les indicateurs, on effectue quelques rafles, tout cela sans succès. C'est alors que reparaît Alphonse Bertillon dans une scène qui devait rester à jamais mémorable dans toute l'histoire de la police criminelle. Voilà, mes chers amis, l'histoire de King Kong. Je vous rappelle, chers amis, que bien qu'elle possède un signalement assez précis du meurtrier de Joseph, la police reste impuissante à le retrouver. Et c'est cette image finale. Le crime a eu lieu le 16 octobre 1902, entre 6h et 8h du soir. C'est le 24 octobre, donc une semaine, jour pour jour après la découverte du cadavre, qu'Alphonse Bertillon demande à être reçu par le juge d'instruction. Amoureuse d'une belle qui n'est pas faite pour elle. Dès son entrée dans le bureau de ce dernier, Alphonse Bertillon, calme, une histoire poétique, silencieux et assez pâle, et c'est un poète, si vous le voulez, lui tend un rapport dactylographié. Comme on proposait un jour à Paul Éluard. Ce rapport a en tête de la préfecture de police, Direction générale des recherches, service de l'identité judiciaire, vu et annexé par le commissaire de police du quartier. Je l'ai sous les yeux. Je vais vous en lire quelques extraits car c'est un document unique, à plusieurs titres. Je lis. Le 17 du courant, j'ai été chargé par M. Joliot, juge d'instruction, de photographier l'appartement situé au numéro 157 de la rue du Faubourg Saint-Honoré, où un crime avait été commis sur la personne d'un sieur rebelle, domestique au service de M. Allot, dentiste. Et produit par Europe 1 Studio. Au cours de cette opération, j'ai été amené à reprendre des empreintes de doigts assez apparentes sur un carreau d'une vitrine du salon de M. Allot. Les empreintes dont il s'agit pouvaient avoir été laissées soit par l'assassin présumé, soit par sa victime, soit enfin par une personne quelconque ayant pénétré dans le salon de M. Allot. Dans l'impossibilité matérielle de vérifier la dernière hypothèse, je n'avais à m'occuper que des deux premières, ce qui me permit tout d'abord de constater que les empreintes inconnues n'avaient aucune analogie avec celles de la victime. Dès lors, les recherches se trouvaient limitées au répertoire anthropométrique. Un podcast effectué avec le plus grand soin, elles ont fait découvrir une fiche concernant un nommé Schaeffer Henri Léon, âgé de 24 ans, mesurait le 9 mars dernier, alors qu'il était inculpé de vol et abus de confiance, et dont les empreintes digitales concordent d'une manière frappante avec celles relevées sur le lieu du crime. Afin d'en faciliter la comparaison, j'ai fait agrandir ces documents à une échelle supérieure de 4 fois la grandeur naturelle, et le rapprochement des épreuves apparaît alors avec la plus grande netteté.
ci joint une reproduction des pièces mentionnées au présent rapport. Dont les 70 années de vice... Là, chers amis, je m'interromps quelques instants pour vous commenter les pièces en question. Il s'agit d'abord d'une fiche anthropométrique qui m'envoie en effet de profil et de face un homme barbu à la moustache en croc, le nommé Henri Léon Schaeffer. La fiche comporte toutes sortes d'indications, la taille, l'envergure, la hauteur du buste, toutes les mensurations de la tête, la longueur des pieds, des doigts, des bras, la couleur de l'iris, la dimension de la forme des yeux, son âge, 25 ans, son âge apparent, 28 ans, la couleur des cheveux, la barbe, de l'implantation de celle-ci, etc., etc. Bref, ce que l'on appelle le bertillonnage. Et sous cette fiche ont été ajoutées l'empreinte du pouce, de l'index, du médius et de l'annulaire droit. Le dossier comporte en plus de la fiche des photos agrandies de ces mêmes empreintes, comparées avec celles qu'Alphonse Bertillon a relevées sur la vitre de la vitrine du Grand Salon. Les points de similitude entre ces empreintes sont soigneusement signalés par un petit trait numéroté et relevé dans la marge. Il y en a plusieurs parts. Le rapport d'Alphonse Bertillon conclut: il appert que les empreintes digitales photographiées par nous sur la vitre brisée dans un des salons de M. Allot correspondent exactement à celles que le pouce, l'index, le médius et l'annulaire de la main droite du nommé Schaeffer auraient pu occasionner. La position respective des traces de doigts imprimées sur les deux faces opposées de cette vitre, savoir celle du pouce sur la face extérieure et celle de l'index, du médius et de l'annulaire sur la face intérieure de la vitrine fracturée, démontrent incontestablement que la position de ces empreintes a été faite après le bris de la susdite vitre. Signé, le chef du service de l'identité judiciaire, Alphonse Bertillon. Ainsi donc. Pour la première fois dans l'histoire de la police du monde entier, un homme prétend avoir identifié formellement un criminel grâce à ses empreintes digitales. Si cet homme a raison, c'est la fin du système anthropométrique considéré jusqu'alors comme l'outil numéro 1 de la police. Et l'auteur de cette tentative n'est autre que l'inventeur de ce système anthropométrique, le bertillonnage, Alphonse Bertillon lui-même. Vous me direz, chers amis, qu'il y a là une belle leçon d'honnêteté et de courage intellectuel. Mais surtout si cette aventure réussit. L'assassinat de Henri IV. Or, les photographies du dénommé Schaeffer sont reconnues par le mécanicien dentiste de M. Allot comme ressemblant fort au dénommé Georges, et par les inspecteurs des mœurs comme étant le portrait d'un pédéraste fort connu de leur service. Quelques jours plus tard, la saisie d'une lettre à la poste restante révèle la présence du dénommé Schaeffer à Marseille. Il est sur le point d'être arrêté dans cette ville lorsqu'à bout de ressources, il vient lui-même se constituer prisonnier et tout à coup. Inutile de vous dire, chers amis, que le retentissement de cette affaire fut très grand. Un journal humoristique de l'époque, L'Assiette au beurre, lui consacre sa couverture où l'on voit un Bertillon caricatural en redingote et chapeau de forme, moustache, barbe et binocle, examinant à la loupe des empreintes de doigts sur un mur couvert de graffitis avec ce commentaire: un assassin laisse toujours des traces quelque part. Tellement plausible, tellement cette date du 14 octobre 1902 marque en effet l'abandon progressif du bertillonnage et l'introduction des empreintes digitales comme preuve majeure dans l'instruction criminelle. Ce sont des personnages de scie. Ils ont été conçus, modelés par les hommes. Est-ce que ces personnages représentent bien la vérité? Est-ce que les hommes n'ont pas trahi la nature profonde de ces gens? Est-ce que les nations ont raison en interdisant que les... Vous venez d'écouter les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.